Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Nous avions laissé Simone à Paris avec ce rêve de devenir avocate, jusque-là enfouie dans son esprit par les ténèbres d'Auschwitz. Pour cette deuxième partie, je te conseille de l'écouter avec un adulte de confiance et de lui parler du thème avant, si jamais tu l'écoutais seule. À travers l'histoire de Simone, je vais évoquer la notion d'avortement. Tu as déjà peut-être entendu ou lu ce mot, IVG, comme interruption volontaire de grossesse. C'est un sujet sensible et il me semble essentiel que les adultes qui t'entourent sachent que tu en as entendu parler et dans quelles conditions. Chacun a le droit de décider de ce qui se passe avec son propre corps. Voici donc le combat de Simone et de toutes les femmes pour ce droit fondamental. À l'automne 1945, quelques mois seulement après avoir échappé aux ombres d'Auschwitz-Birkenau, Simone puise dans les profondeurs de son âme la force de renaître. Elle s'inscrit à l'Institut d'études politiques à la faculté de droit, un sanctuaire du savoir où elle se révèle être une étudiante exemplaire, animée par une soif insatiable de connaissances et émerveillée par chaque conférence. Alors, au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, Simone et ses camarades s'immergent parfois dans l'effervescence des caves vibrantes où résonnent les mélodies du jazz. Là, entre les murs imprégnés de musique et d'espoir, ils dansent, rient et rêvent. Mais, le plus souvent, c'est dans le calme de la nuit que Simone se perd dans les pages des livres. Elle préfère rester seule. En février 1946, une escapade au ski emporte Simone et ses amis de Sciences Po vers les montagnes. C'est là, parmi les étendues blanches, qu'elle rencontre Antoine Weil. Le coup de foudre est immédiat. Ils se retrouvent encore et encore, passant des heures à discuter. Simone est éperdument amoureuse, portée par une nouvelle vague d'espoir et d'affection. Son cœur, jadis assombri par les tragédies du passé, bat désormais la Shabbat. À 19 ans, elle épouse Antoine. Alors qu'elle poursuit ses études, leur famille s'élargit avec la naissance de leur premier enfant, Jean, puis Claude Nicolas et enfin Pierre-François. Cependant, entre-temps, un événement tragique vient assombrir ces moments de bonheur. Sa sœur Milou, qui lui était aussi chère que sa maman, décède dans un accident de voiture, emportant également son fils Luc. Cette perte tragique marque profondément Simone. Ainsi diplômée de Sciences Po et titulaire d'une licence en droit, Simone aspire à devenir avocate. Mais son mari s'oppose à cette idée, estimant que la profession n'est pas adaptée aux femmes. Après de longues discussions, ils parviennent à un compromis. En 1956, Simone se présente au concours de la magistrature, ouvert aux femmes depuis une décennie. Réussissant ce concours, elle intègre à 30 ans la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Pendant 7 ans, Simone se dédie à la réforme des prisons françaises, se concentrant particulièrement sur les conditions de détention des femmes.
Nous sommes à l'aube de mai 68, des révoltes étudiantes et des luttes des femmes pour faire évoluer leurs droits. À cette époque-là, une femme perd la vie tous les jours suite à un avortement dit clandestin. Celle qui n'en meurt pas risque quant à elle des poursuites pénales, l'avortement étant considéré comme un délit dans le pays. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes les plus âgées partent à l'étranger, en Suisse ou en Angleterre, pour avorter légalement et sans mettre leur vie en danger. Face à cette catastrophe sanitaire, de plus en plus de groupes militants réclament la légalisation de l'avortement en France. En 1971, le journal Le Nouvel Observateur publie notamment une tribune retentissante, le Manifeste des 343, dans lequel 343 personnalités déclarent publiquement avoir déjà avorté. Parmi les signataires, on retrouve la philosophe Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Agnès Varda ou encore Gisèle Halimi. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je serai honorée de devenir le ministre de la Santé de votre gouvernement. Simone vient d'être nommée ministre de la Santé sous la direction du Premier ministre Jacques Chirac en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Elle a 47 ans et devient la deuxième femme dans l'histoire de la République française à être nommée ministre de plein exercice. Pour Simone, il y a urgence. Alors, elle mène une série de consultations avec des experts, des militants, des gynécologues et le planning familial pour comprendre leurs demandes et construire le texte de son nouveau projet de loi à l'interruption volontaire de grossesse, ce que l'on appelle l'IVG. Alors que le débat à l'Assemblée nationale approche, la ministre doit faire face à plusieurs détracteurs qui critiquent son projet de loi. Alors, certains l'insultent dans la rue, quand d'autres lui envoient des lettres au contenu qu'elle juge abominable, inouï. Elle est régulièrement menacée et devient la cible d'injures antisémites. Ses secrétaires lui avoueront même plus tard avoir déchiré certains courriers qu'elles estimaient trop violents à lui montrer. C'est finalement le 26 novembre 1974 que les débats sur la proposition de loi visant à légaliser l'IVG s'ouvrent à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, plusieurs femmes se sont déplacées pour écouter le discours de la ministre de la Santé depuis les tribunes qui entourent l'hémicycle. Parmi les députés qui la composent, en revanche, les femmes sont bien plus rares. En fait, en 1974, il n'y a que 9 femmes députées pour 481 hommes. Une disparité que Simone ne manque pas de souligner lors de sa prise de parole. Simone prend place, face au pupitre. Elle porte un chignon impeccable, des boucles d'oreilles assorties à sa tenue, un tailleur Chanel en tweed, un rang de perles et des talons pas trop hauts. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? À la tribune, Simone livre un long discours poignant, au cours duquel elle affirme que la situation actuelle est déplorable et dramatique, et que sa volonté de mettre en place une loi qui dépénalise l'avortement en France est le fruit d'une réflexion approfondie. Une fois son discours terminé, la ministre est largement applaudie à gauche, mais elle est en même temps la cible de critiques, de sexisme et d'insultes prononcées par les militants et des députés anti-avortement.
Quand elle est en face des hommes du FN qu'il a eus, elle répond. J'ai survécu à dire que vous n'êtes que des SS au petit pied. L'un d'eux, Jean-Marie Daillet, va même jusqu'à affirmer que légaliser l'IVG reviendrait à envoyer les fœtus au four crématoire. Pour Simone, c'en est trop. Cette intervention, qui fait écho à son passé dans les camps, reste le pire à laquelle elle a dû faire face, et le député finira d'ailleurs par s'en excuser. Dans la nuit du 29 novembre 1974, après 3 jours de débats musclés, le texte est adopté par 284 voix contre 189. Le texte est ainsi voté par le Sénat et la loi entre finalement en vigueur en janvier 1975. Au début, cette loi est promulguée pour une durée expérimentale de 5 ans, mais elle est finalement reconduite sans limite en 1979. Alors, quand les journalistes lui demandent si elle est contente de sa victoire, Simone répond. Vous savez, la victoire, je ne sais pas si ce sont les mots tellement appropriés. Je dirais que c'est un progrès. L'avortement n'est jamais une victoire. En parvenant à faire passer cette loi, Simone Veil gagne en popularité auprès des Français et devient alors un véritable symbole de lutte pour le droit des femmes que nous célébrons chaque année le 8 mars. Puis, Simone travaille 14 ans au Parlement européen. Dès le début de son mandat, Simone, encore une fois, pense aux femmes et crée la Commission des droits des femmes. Quelques années plus tard, elle s'associe à un groupe de femmes issues de tous bords politiques, ayant ou exerçant des responsabilités publiques pour rédiger le Manifeste des 10 en faveur de la parité pour que les femmes puissent être plus nombreuses en politique. Parce qu'à l'époque, il y a seulement 6% de députés femmes. Simone s'est battue pour travailler tout en ayant des enfants, à une époque où on disait aux mères de rester au foyer. Elle a démontré qu'il était possible de faire très bien les deux. Elle fut une pionnière, ouvrant la voie aux autres femmes. Première ministre de plein exercice sous la Ve République, première femme présidente du Parlement européen, première femme secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. De 2001 à 2007, Simone préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle emmène Antoine, ses 2 fils et certains de ses petits-enfants à Auschwitz-Birkenau pour les cérémonies de commémoration des 60 ans de la libération du camp. Simone n'a jamais pardonné. Elle explique. Moi, je suis vivante. Je suis là. Ce n'est pas à moi de pardonner lorsqu'il s'agit de 6 millions de Juifs exterminés. Pardonner, ce n'est pas possible. Il faut essayer de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. En 2010, Simone Veil est élue membre de l'Académie française et reçoit l'épée traditionnelle des académiciens, ornée de symboles représentant les moments marquants de sa vie. Elle devient ainsi la 6e femme à intégrer cette institution. Lors de son discours inaugural, elle rend hommage à son père disparu en disant « Et je n'évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j'avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l'orthographe des mots. Bien entendu, c'est lui qui avait toujours raison. Il serait ébloui de me voir occuper le fauteuil de Racine. » Peu à peu, Simone s'éloigne de la vie publique pour se consacrer davantage à sa famille. Elle ne se remettra jamais de la mort de son fils, Claude Nicolas, en 2002, affirmant alors « J'ai commencé ma vie dans l'horreur. Je la termine dans le désespoir. » En 2017, Simone décède paisiblement dans son appartement le 30 juin, en présence de son fils, Pierre-François, qui recueille ses dernières paroles. Merci. À son décès, le président François Hollande annonce son entrée au Panthéon, honorant ainsi son immense contribution à la nation. À la demande de sa famille, elle est inhumée aux côtés de son mari Antoine. Leur petite fille, Déborah, exprime que leurs grands-parents n'auraient pas été, très heureux d'être séparés après 65 ans de vie commune.
le 1er juillet 2018, leurs cercueils, drapés du drapeau français, sont solennellement transportés au Panthéon, où le public est invité à rendre hommage le lendemain de la cérémonie. Nouvelles héroïnes. Simone Veil, survivante des camps de concentration, a consacré sa vie à défendre les vulnérables et à rapprocher les peuples, particulièrement en Europe. Elle a été une pionnière dans la lutte pour l'égalité des femmes, soutenant vigoureusement la loi sur l'IVG et promouvant les quotas pour une meilleure représentation féminine en politique. Alors, quand elle était interrogée sur son statut d'icône féminine, elle répondait : Peut-être parce qu'une des choses auxquelles je tiens le plus, c'est que les femmes trouvent dans la société une réponse qui ne soit pas la même que celle apportée aux hommes. On a tellement besoin des femmes. Merci Simone. 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 Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est ceci disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.